Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors nous allons faire le point aujourd'hui sur un sujet malheureusement de plus en plus à la mode. On va parler du harcèlement. Alors c'est vrai que le harcèlement a toujours existé et c'est en fait dès qu'il y a une structure entre deux êtres ou entre des êtres, eh bien il y aura des harceleurs et des harcelés. Ce n'est néanmoins pas une raison pour laisser faire, d'autant qu'il semblerait que le harcèlement est de plus en plus fréquent, que ce soit pour les enfants à l'école ou pour les adultes en société. Alors notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Guilleneuf, travaille auprès des juges sur ces questions et il va déjà dans un premier temps nous expliquer quel est le poids de la culture et de l'éducation dans ce phénomène. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Il pourra également nous dire à partir de quand il y a harcèlement et puis surtout, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'il est commandant de police à la retraite et délégué du procureur à Versailles, il est venu avec sa boîte à outils et c'est dans cette boîte à outils que vous allez trouver justement ces fameux outils qui vous aideront à vous défendre en cas de harcèlement ou je crois que c'est important aussi qu'on rappelle la loi puisque aujourd'hui le harcèlement est puni par la loi. Et puis si ce sujet vous concerne, vous venez nous rejoindre soit pour témoigner, soit pour poser vos questions et vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Louis Guilleneuf. Bonjour Brigitte. Alors vous travaillez en effet auprès du procureur donc à Versailles, mais bon, il y a d'autres personnes qui travaillent dans d'autres villes, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez constaté, j'imagine, à quel point les questions de harcèlement sont de plus en plus fréquentes. Tout à fait. À chaque audience, j'ai au minimum 1 à 2 affaires de harcèlement qui concernent des adultes, mais aussi beaucoup entre enfants, peut-être pas enfants, mais entre adolescents, énormément. Encore hier, j'avais des audiences avec des adolescents qui s'étaient harcelés, ou du moins auteurs, victimes. C'est une réalité permanente. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit, en fait, il y a harcèlement à partir du moment où il y a souffrance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on est déjà dans quelque chose de très subjectif. Quelqu'un peut se sentir harcelé parce que ça touche une blessure d'enfance, alors qu'il n'y a pas réellement le but de harceler la personne. Enfin, qu'est-ce que C'est vrai que... Alors, le harcèlement, il faut bien savoir que c'est classé par la loi pénale dans les violences. Aussi bien violence physique que violence morale. C'est vrai que mettre en évidence une violence physique, un coup de poing dans la figure ou un coup de couteau, c'est évident, il y a une blessure visible. La difficulté avec le harcèlement, c'est que la blessure n'est pas visible, n'est pas forcément visible. J'ai un de mes invités, Jean-Charles Bouchou, qui appelle ça les violences invisibles, et je trouve que le terme est assez joli. Voilà. Et moi, j'aime bien aussi le synonyme, c'est persécution. Il y a harcèlement quand une personne commet des méchancetés, commet des actes de persécution, c'est-à-dire en connaissance de cause. Alors ça peut être des paroles dévalorisantes, ça peut être des paroles humiliantes, ça peut être tout ce qui peut avoir un support humiliant et dévalorisant, mais ça peut être aussi couplé à des violences physiques, parce que ça peut s'accompagner également de violences physiques. On le rencontre beaucoup au sein des adolescents, où les violences, les insultes s'accompagnent à un moment ou à un autre de violences physiques, de coups de poing, de coups de pied, d'agressions physiques. Et dans ces cas-là, on a une double infraction, celle de violence volontaire et celle de harcèlement. Donc c'est déjà à vous et au juge, j'imagine, de définir s'il y a réellement harcèlement ou pas. Et s'il y a réellement harcèlement, qu'est-ce que vous faites? Faut déjà que le harceleur reconnaisse ou... Alors, tu sais, toute la difficulté. Il y a la première étape, en fait, c'est l'étape du passage devant les enquêteurs, police ou gendarmerie, où la victime va exposer son fait d'agression, son harcèlement, ce qu'elle ressent comme harcèlement. Quand c'est un mineur, c'est aux parents d'aller... Avec le mineur, tout à fait. Il faut que le parent accompagne le mineur. Et en fin de compte, c'est l'enquêteur qui, au vu des éléments apportés par la victime, va établir s'il y a réellement l'infraction de harcèlement, si les éléments constitutifs du harcèlement sont réunis, et si c'est le cas, il prend la plainte et une enquête va être déclenchée.
C'est pour ça qu'il peut arriver que des victimes se présentent dans un service de police avec insuffisamment d'éléments caractérisés et vont se voir refuser la plainte et vont en ressentir une grande frustration, une grande violence. Et mon propos, c'est justement d'apporter, dans ce que vous avez cité, cette boîte à outils, comment se constituer pour une victime un dossier de harcèlement. Parce que c'est toujours pareil, il faut des preuves concrètes. Exactement. Il faut pas la parole contre de l'un. Les faisceaux d'indices ne suffisent pas pour établir le harcèlement. Il faut des éléments matériels qui ne sont pas si difficiles que ça à établir. Par exemple, des messages insultants qui ont été conservés sur son smartphone, des mails, des copies de mails insultants. Et est-ce que si on a quelqu'un qui a été témoin, ça sert de preuve? Des témoignages écrits. Et puis un certificat médical du médecin de famille ou du médecin local que l'on est allé consulter parce que on ne mange plus, parce qu'on ne dort plus, parce que on a sombré en dépression. Les médecins de famille, les médecins même urgentistes, tout médecin est en mesure d'établir un certificat médical établissant tous ces troubles. Donc il vaut mieux aller déjà avec des preuves, sinon il vaut mieux. Il y a de fortes chances malheureusement que ça sinon on risque cette déconvenue et qui rajoute de la souffrance. Et qui rajoute de la souffrance et qui s'ajoute au harcèlement. La personne a le sentiment que plus personne ne l'écoute, tout le monde lui en veut, les institutions lui en veulent, et c'est la fin de tout. Alors que non, c'est pas le cas. Alors en préparant l'émission également, Jean-Loup Guilleneuve, vous m'avez dit, c'est souvent les femmes et les enfants qui vont être victimes de harcèlement, et du coup ça explique aussi que c'est certaines cultures qui n'ont pas encore suffisamment intégré que la femme est l'égale de l'homme qui vont plutôt harceler. Tout à fait, il y a ça aussi, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup, dans les violences conjugales, il y a à la fois la violence physique, qui est très présente, mais elle s'accompagne toujours de harcèlement. Avant ou pendant les violences physiques, il y a les insultes, il y a les propos dévalorisants, soit devant les enfants, soit devant des amis. De toute façon, on retrouve très souvent le harcèlement qui accompagne les violences conjugales. D'ailleurs, dans la loi pénale, il y a un article spécifique du harcèlement dans le cadre des violences au sein du couple, qui sont d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, plus sanctionnés que entre particuliers, qui n'ont pas ce lien de couple. Et puis il y a un type même de harceleur et un type même de harcelé aussi. Enfin bon, évidemment, c'est des grandes théories qu'on est en train de donner. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais il y a des personnes qui vont plus facilement être harceleurs. C'est quoi? C'est ce que l'on observe. En fait, souvent, à chaque fois que j'ai reçu des victimes et reçu des auteurs de harcèlement, je me suis rendu compte que sur la période de harcèlement, la victime est une personne qui présente une vulnérabilité, une fragilité. Alors soit une fragilité permanente parce que c'est une personne qui a un handicap physique ou un handicap mental, ou une fragilité ponctuelle, une personne qui qui connaît une rupture dans son couple, qui connaît des déboires financiers, des déboires au niveau du travail, mais de toute façon, la victime est jamais une personne en pleine possession de ses moyens et droit dans ses bottes. C'est toujours une personne qui est plus faible que le harceleur. C'est ça, c'est-à-dire ça va toujours être plutôt le subalterne qui va subir le harcèlement et pas le patron. Absolument. En gros, de toute façon, il y a un rapport de force. Dominant, dominé. Oui. Exactement. Et c'est pour ça que je rejoins sur le thème persécution. Et quand j'explique à une personne qu'elle est poursuivie pour harcèlement, j'emploie beaucoup le mot persécution. Je trouve que ça illustre bien. C'est un mot qui parle aux gens. Oui, plus que le harcèlement, parce que c'est une des dominantes de cette infraction, c'est que les auteurs, les personnes poursuivies, les mises en cause, ne reconnaissent jamais avoir harcelé. Ils ne reconnaissent jamais. Ils ont répondu à des provocations. En gros, ce ne serait pas eux qui ont commencé. Ils se victimisent même. Ouais. Il précise même que c'est la victime, c'est l'autre
qui les a provoqués, c'est l'autre qui les harcèle. Eux, ils n'ont fait que se défendre. Eh ben, dites donc, la société va mal, hein. On est mal barré. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Et c'est vrai, vous le disiez, vous avez raison, Brigitte, il y a des profils de harceleurs. Il y a quand même une perversité à faire du mal. Et vous avez l'impression, Jean-Louis Guilleneuve, que quand vous leur parlez, vous essayez de leur expliquer, ça rentre un peu dans leur cerveau Alors, j'espère. Je mets en avant les éléments de l'enquête. Hein. Il faut bien savoir que lorsque j'ai des mises en cause devant moi, j'ai à côté de moi la procédure des policiers ou des gendarmes, étayée par des témoignages, étayée par des examens médicaux. De plus en plus, les services enquêteurs envoient la victime vers des médecins assermentés, vers des médecins légistes, qui établissent un certificat médico-judiciaire, où là, le médecin légiste détaille bien les troubles qui ont été générés par les violences physique ou morale sur la personne. Il y a aussi assez souvent dans les procédures des rapports de psychologues ou psychiatres judiciaires qui mettent en évidence les troubles subis par la victime. Et quand je sens qu'en face de moi la personne est dans la contestation des faits, ben je lui fais lire le rapport du médecin, je lui fais lire le rapport du psychologue, en lui précisant bien que c'est pas un rapport de complaisance, parce que c'est souvent la première chose que la mise en cause me dit. Ah ben oui, mais non, c'est un faux où le médecin est complice. Je dis non, c'est un médecin légiste. Donc il y a beaucoup de déni finalement quand à vous écoutez chez. C'est pour ça que je suis pas loin de penser. Bon, ça m'appartient. Mais je suis pas loin de penser qu'il y a quand même un profil du harceleur qui est une personne de mauvaise foi, et c'est rarement quelqu'un d'éminemment sympathique, ou qui s'est fourvoyé dans un comportement ou qui a dérapé. Ou alors ça peut être parce que c'est un groupe qui harcèle, et à ce moment-là, il y en a peut-être un ou deux qui est un peu moins... Alors après, il y a l'effet de groupe. Oui, mais ça, chez les adolescents, on pourra en parler selon les interventions, mais il y a l'effet de groupe chez les adolescents qui est extrêmement lourd pour la victime. Et justement, on en parle avec vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez l'impression peut-être que vous subissez du harcèlement, n'hésitez pas à témoigner. Si c'est votre ado qui a l'air d'aller moins bien depuis quelque temps, il y a peut-être en effet une question de harcèlement. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On retrouve Julie dans un instant. Sud 13h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Louis Guilleneuve. On met les pieds dans le plat, on essaye de bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de harcèlement, afin de vous protéger tous et toutes. Vous n'hésitez pas, Jean-Louis Guilleneuve, vous êtes délégué du procureur à Versailles, commandant de police honoraire, donc vous savez, vous êtes sur le terrain depuis très longtemps, et grâce à votre retraite, vous continuez à aider vos citoyens, vos co-citoyens. Bonjour Julie. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Guilleneuve. Ah, c'est gentil, vous pouvez m'appeler Jean-Louis. Hein, d'accord. Bonjour. Bonjour Julie. Alors vous êtes vous êtes toujours avec lui ou pas ? Non, alors moi j'ai vécu une histoire depuis février 2020, pendant 1 an et demi, avec une personne qui donc était jalouse, je pense maladive déjà. Un homme Un homme, oui. Mm-hmm. Non, excusez-moi, c'est parce que vous disiez une personne, alors je voulais oui, juste, d'accord, non. Oui, un homme, oui. Je m'en doutais un peu, hein, mais bon. Oui, donc moi, mon histoire, c'est des allers-retours. Enfin bon, voilà, au début, ça allait à peu près bien pendant 1 ou 2 mois. Après, ça a commencé. Donc, quand je sortais, il fallait que j'envoie des photos d'où j'étais, du ticket de caisse, parce qu'en fait, il était persuadé que je le trompais. Il était obsédé là-dessus. Et il était violent en parole. Il me traitait de tout. Il me laissait des messages
pareil, insultant, voilà. Après, je sais donc pas. Donc Jean-Louis Guilleneuve, on est déjà dans du harcèlement, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est très net. Oui. Tout à fait. D'accord. Vous voyez, moi, je pensais pas à l'époque. Et donc oui, c'est important. Et merci de témoigner, Julie. Ça veut dire que vous auriez pu, au bout de 15 jours de ce genre de traitement, déjà aller porter plainte. Au moins aller faire reconnaître le retentissement psychologique par un médecin. Ça, c'est important. D'accord. Ça. D'accord. Alors je voyais un psy à l'époque, voilà. Mais c'est vrai que j'en parlais pas trop. Mais et pourquoi vous en parliez pas? Mais si j'en parlais, vous aviez honte? Mais en fait, moi, j'arrivais pas à me sortir de cette personne. Chaque fois que, alors quand il croyait que je l'avais trompé, il disparaissait pendant une semaine, comme pour me punir, on va dire, voilà. Ouais. Et sans nouvelles, sans rien. Donc moi, je devenais. Et vous étiez amoureuse et donc vous vouliez ne pas le perdre. Voilà, donc en fait, il me disait que s'il était comme ça, c'était à cause de moi parce que je le trompais, quoi. Voilà. Donc je culpabilisais et par tous les moyens j'essayais de le recontacter. Il revenait, mais au bout de 10-15 jours, des fois sans nouvelles, sans savoir. Et vous étiez tellement heureuse qu'il revienne que vous oubliez tout et ça recommençait. Voilà, et il me disait qu'il fallait pas que je me trompe, que c'était pour ça, mais bon, c'était sans arrêt, quoi. J'allais chez ma mère, c'était parce que j'allais coucher avec le voisin. Voilà. Et votre mère vous a pas mis en garde, vous a pas expliqué que vous aviez affaire à quelqu'un de malade, Mais ma mère, je lui en ai pas parlé. Et puis ma maman, elle a 99 ans, donc voilà. Allez-y, Jean-Louis. Est-ce que vous lui avez dit qu'il vous faisait souffrir et qu'il était méchant avec vous? Ben oui, je lui disais. Vous lui disiez? Et qu'est-ce qu'il vous répondait quand vous lui disiez tu me fais du mal? C'était ma faute que je le cherchais, voilà. quoi. Parce que voilà. Alors c'était votre faute. Je le trompais. Il vous victimisait, et là on est dans les éléments de l'emprise également. Il y a le harcèlement, mais il y a plus grave, il y a l'emprise. Il prend la main sur votre vie, sur votre cerveau. Complètement. Je me reconnaissais pas. Il vous met sous sa dépendance, et c'est l'emprise. Voilà, c'est ça. Et il faisait ce qu'il voulait, en fait. Il disparaissait, il revenait. Il me bloquait les numéros de téléphone pour me punir. Il me bloquait tout, donc je ne pouvais pas le joindre. Mais lui, il pouvait m'appeler et me laisser des messages où il me traitait de tout. Mais je ne pouvais pas répondre, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience, enfin, que vous étiez en train d'être harcelée? En fait, j'étais persuadée que ça allait, que c'était pas mal, mais j'arrivais pas à m'en sortir. Mais petit à petit, je me suis mis, j'ai essayé de résister. Et une fois, je suis partie, moi, une semaine. Et je savais que ça, il le supporterait pas parce qu'il m'avait dit si tu pars sans moi. Parce que lui, il partait régulièrement en vacances, mais tout seul, quoi. Une semaine, il avait un appartement, il y allait. Et il m'avait dit si toi tu pars une seule fois, c'est fini et tout. Donc voilà, je suis partie. Et bon, il n'a pas supporté. Bon, après, il m'a quand même recontacté un mois après pour me demander des trucs. Enfin, vraiment. Oui, mais donc vous avez. Je l'ai vraiment. Voilà, vous avez mis un terme petit à petit. C'est ça, mais vous n'avez jamais été porté plainte. Vous avez mis un terme à la relation. Est-ce que si vous aviez entendu une émission comme celle qu'on fait aujourd'hui, ça vous aurait fait réagir plus tôt, ou au fond non, parce que de toute façon vous étiez amoureuse? Qu'est-ce que vous diriez? Oui. Je pense que j'aurais osé porter plainte parce que moi j'avais des amis qui savaient ce qui se passait, mais en fait j'avais pas de preuves vraiment, sauf quelques enregistrements que j'avais quand même. Oui. Voilà. Et elle me disait attention, il est dangereux, il faut que tu t'en sortes. Alors on va Julie, on va juste récapituler pour ceux qui écoutent. Donc les preuves, c'est les messages qui étaient enregistrés, les messages insultants, violents, le contenu des messages, tout à fait. Et l'attestation du psy. Et demander, préciser au psy qui a relevé, c'est son métier, il a relevé votre trouble et votre souffrance. Il vous fait un certificat médical. Absolument. Pour la plainte. Merci Julie de votre témoignage, merci beaucoup. On va continuer avec vous au 0826 300, n'hésitez pas à réagir, mais dans un instant c'est notre Sexy News, Julia Palombe que l'on retrouve. Peut-être pas, mais la chair est gaie, n'est-ce pas Julia Palombe? Oui, j'avais envie de ça aujourd'hui.
Ça vous va ? Tout un programme, oui, ça me va. Tout un programme. Non, mais en ces temps de révolte et de confusion, j'ai décidé de revenir à l'essentiel, la chair. Et vu d'ici, vu de chez moi, donc, je peux vous dire que la chair est gaie, surprenante, délicieuse. Votez pour moi, Julia Palombe. Moi, présidente, on passerait plus de temps à faire l'amour qu'à faire la grève. Ah, remarquez, il y en a qui adorent ça, faire la grève, il paraît. Non, mais c'est vrai. La grève du cul, je veux dire. Oui, oui. Et moi, je croyais que c'était une vieille blague ringarde, un truc de... Non, j'ai appris ça il y a... Vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai vu aussi, d'ailleurs, qu'une de mes consoeurs était venue ici pour en parler. Alors moi je croyais que c'était un vieux truc, tu sais que la vieille tante dit si tu descends pas les poubelles Robert, je te préviens, je fais la grève du sexe. Et là Robert qui accourt dans la cuisine pour s'emparer des sacs poubelles en question, le mental tout entier dirigé vers la promise fellation. On va peut-être pas parler de poubelles là. Non, je sais, je rallume la mèche. Oh, j'exagère. Bref, figurez-vous donc que ça revient à la mode. Enfin, façon de parler, disons que quelques quinquagénaires font leur coming out en ce moment sur la question. Et c'est à celle qui n'a pas baisé depuis le plus longtemps possible. 4 ans par ici, 5 ans par là. Elles sont pas vierges, mais c'est tout comme adjugé, vendu. Ah, je suis tentée de dire que celle qui s'emmerde au lit ne dérange pas celle qui s'éclate, mais allons plus loin. Alors, qui sont-elles et d'où parlent-elles ? Alors, ces grévistes du cul sont des femmes, connues des médias, et qui savent de quoi elles parlent, nous disent les journalistes. La preuve, elles ont toutes travaillé de longues années dans l'industrie du sexe. Hop. Permettez-moi de stopper net cet argument. C'est un peu comme si une fille qui avait travaillé pendant des années chez McDo décidait soudain de faire la grève des hamburgers. Je comprends son écœurement, mais cela ne remet pas en question toute la chaîne alimentaire pour autant, non ? Enfin, je veux dire, il y a une gastronomie de la fesse remarquable en France. Je suis navrée que certaines soient passées à côté. Le sexe réduit à l'industrie du sexe, non, c'est une blague, j'espère. Pardon, mais le sexe est poésie, fantasme, vertige, feu, glace, eau. Le sexe est tellement plus frais et électrisant qu'une simple définition industrielle et tarifée. Désolée de le dire, mais cet argument n'en me semble pas recevable. Et cela montre bien d'ailleurs à quel point on confond aujourd'hui industrie du sexe, pornographie, chère triste hélas, avec actes sexuels érotiques par excellence, fantasmatiques, joyeux, partagés, créatifs, cher gay, heureusement. C'est un énorme problème que je dénonce déjà depuis quelques années, mais moi j'accuse les journalistes de ne pas faire clairement la différence dans les médias entre ces deux façons de parler, et notamment pour les jeunes générations qui nous lisent, nous regardent, nous écoutent. Alors, attendez, il y a d'autres arguments à se taper le cul par terre, et ça n'a rien de sexuel ici, comme par exemple l'argument invoqué suivant: le temps de préparation avant l'acte d'amour pour une femme est beaucoup trop long. Oui, alors attendez, dites-moi, il y a une obligation à passer des heures de mise en beauté avant un rendez-vous ? Non, parce que moi, je n'étais pas au courant. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas foutu les pieds chez une esthéticienne. Je me taille la barbe du bas au rasoir, comme les hommes. Parfois, je fais même une petite moustache. Mais ils ne s'en plaignent pas. Non, mais ces quinquagénaires aguerris au cirque médiatique voudraient me faire croire qu'elles sont à ce point soumises à la publicité. Ah non, je peux pas le croire. Ces femmes soi-disant féministes voudraient nous faire croire qu'elles n'ont pas le contrôle sur leur corps, qu'elles ne sont pas propriétaires de leur mental, qu'elles suivent bêtement tout ce que la pub leur dicte. Franchement, si c'est le cas, faut vite aller consulter. En 2023, les femmes choisissent d'aller chez l'esthéticienne ou pas, choisissent de se maquiller pendant des heures ou pas, et surtout, elles choisissent d'être fières de leur corps, de leur forme. Alors, faut décider dans quel camp vous êtes, camarades, soumises ou libres. Mais je vous en prie, ne faites pas porter la responsabilité de votre liberté aux hommes. Ce serait un recul immense que je n'ose envisager. Et enfin, ce sera le dernier point, évidemment, sur lequel je vais revenir. Les sex-grévistes expliquent qu'elles jouissent très peu souvent lors d'un rapport sexuel. Et de là, sans transition, elles ont conclu tout bonnement que les hommes sont nuls. Pour filer la métaphore alimentaire, c'est un peu comme si la fille qui n'appréciait pas son hamburger chez McDonald's, au lieu de changer de restaurant, elle accuse les cuisiniers du monde entier d'être incapables et elle arrête de bouffer. Ah, formidable. Franchement, bravo Julia Palombe, parce que votre comparaison, elle est imparable. Les bras m'en tombent, pas de bras, pas de hunga-hunga, non je déconne. Plaisanterie mise à part, c'est l'occasion de rappeler une chose très sérieuse, nous sommes chacune et chacun responsables de notre propre jouissance. Ce n'est pas l'homme qui me fait jouir, c'est moi qui jouis, et c'est là toute la différence. Chacune avance à son rythme, sur le chemin de la joie et du plaisir, et sur ça, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à dire. Mais accuser les mecs, c'est franchement un peu dégueulasse. Non, et puis en plus, c'est injuste, parce que, je vais vous dire, si le mec se plaignait de ne pas bander, on n'irait pas accuser la femme qui l'accompagne de ne pas être assez sexy ou assez entreprenante. Alors lorsque la femme ne jouit pas, la moindre des choses serait de ne pas blâmer l'homme, non ? Alors que chacune se prenne en main, ce serait bien, non ?
On peut prendre la main du voisin, bien sûr. Je sais qu'en grande partie, vous en mourrez d'envie. Alors, si vous avez besoin d'inspiration, sachez que de nombreux spectacles à Paris célèbrent la multiplicité des sexualités, des plaisirs, de manière artistique, spirituelle, poétique, tendre, drôle. Alors, sortez les paillettes, allez voir à Paris la revue Chez Madame Arthur à Pigalle, ou encore le cabaret burlesque à la Nouvelle Scène, mais aussi Mix City au Théâtre Le Pic, ou chez Michou, toujours vivant dans nos cœurs. Et bien sûr, je participe à l'effort de guerre. Hein. Vous pouvez venir me voir dans Fantaisie, exceptionnellement en tournée dans la ville de Lyon ce week-end, au café-théâtre La Girafe qui se peigne. Parfois, il suffit juste d'une petite piqûre de rappel pour frissonner à nouveau, hein, et voir la beauté des chairs excitées et curieuses de se frotter les unes aux autres. Allez, à la semaine prochaine. Oui, bah, écoutez, oui, Julia Palon, on en a déjà parlé lundi avec Flore Chéry, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'Ovidie est reçue beaucoup dans les médias et elle prône la sexualité, hein, elle apostrophe asexualité. C'est son droit, hein, elle peut penser ce qu'elle veut, mais enfin, ne faisons pas de notre expérience une généralité, quoi. C'est toujours le problème. Oui, tout à fait. Hein. Ça fait quand même du bien de faire des câlins. Aux deux. Non, et puis ce que vous dites qui est très juste, Julia Palombe, c'est si on veut vraiment libérer les femmes, qu'on leur explique qu'elles sont responsables de leur jouissance ou de leur non-jouissance, et on va avancer. Si on continue à penser que l'homme est responsable, ben on revient à la Belle au bois dormant, et qui pourtant les féministes veulent interdire. Alors moi, j'y comprends rien, quoi. Je comprends plus rien aux féministes. Franchement, je ne les comprends plus. Il y a en tout cas des incohérences, oui, et des aberrations. C'est-à-dire que quand ça va pas bien pour elles, c'est la faute des hommes, et quand ça va bien, c'est grâce à elles, quoi. C'est un peu facile, hein. Oui, c'est pas faux, c'est un peu ça. C'est peut-être pas facile en ce moment aujourd'hui d'être adolescent ou jeune homme. Mais oui, je sais. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ne savent plus très bien comment s'y prendre auprès des femmes, par peur justement de dire tu me plais et de passer pour un harceleur. Et des jeunes femmes qui savent plus comment réagir face à des actes de séduction. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire sur la séduction partagée, sur l'amour partagé, sur cette responsabilité de la jouissance, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que je trouve ça très dommage que la parole soit donnée pendant des heures et des journaux entiers sur des expériences personnelles qui, bon, moi ça m'intéresse pas du tout. Puis c'est toujours la même histoire, aller raconter qu'elles ont travaillé dans l'industrie du sexe. Écoutez, chacun son parcours, mais ça peut pas être un argument. Ça ne légifie, enfin ça ne donne aucune capacité à savoir mieux que les autres. Non. Je suis désolée. Moi, si aujourd'hui je peux parler de sexualité avec les gens, c'est surtout parce que j'ai appris la sexologie, la psychanalyse. Non, mais c'est parce que j'ai appris, j'ai une connaissance. C'est pas parce que j'ai tourné 3 ans des films porno que je suis apte à répondre aux gens sur la sexualité. C'est pas vrai. Et je suis bien contente de l'entendre. Et oui. Bon, vous rappelez comme ça. La chair est gaie. Voilà, c'était la chronique de Julia Palombe aujourd'hui. Merci. Que vous pouvez en effet donc samedi voir à Paris. Vous êtes à Paris samedi? Alors non, vendredi et samedi exceptionnellement ce week-end je suis à Lyon. C'est exceptionnel, c'est pour ça. Pardon. C'est à Lyon, mais je reprends évidemment dès le 8 avril à Paris à nouveau. D'accord. Sur les sites. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Lyon ou dans la région, allez voir Julia Palombe et allez raconter vos fantasmes qui sont dessinés par le corps de Julia sur scène. Absolument, merci. Merci Julia. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Pierre, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment un peu d'être harcelé dans votre vie? Oui, alors c'était surtout entre ma 6e et ma 3e. Là pour moi ça a été vraiment la période la plus difficile scolairement parlant. Voilà. Ouais. Alors pour raconter juste la petite anecdote, en fait, bien sûr, fois, donc j'étais, je fais une montagne de muscles, j'avais pas un petit gabarit, mais voilà, en fait j'avais 2 personnes dans ma classe qui commençaient à vouloir me taper dessus et tout ça. Et donc un soir, en fait, mon père venait me chercher au collège et je leur ai dit, tiens, c'est ces deux-là qui m'embêtent. Il est descendu de la voiture, en fait il est parti leur dire, maintenant vous arrêtez vos bêtises, c'est mon fils, vous y touchez pas. Et à partir de ce jour-là, en fait, je me suis fait appeler Fayot parce que j'ai osé les dénoncer auprès de mon père.
Et ça m'a suivi pendant tout mon collège, en fait. Tout mon collège, en fait, m'appelait Fayot. Votre anecdote est intéressante parce qu'en fait, on voit qu'ils prennent le prétexte que votre père les remet en place, et c'est donc à cause de votre père qui vous harcèle, hein, finalement. Il renverse les choses. Il se victimise. Voilà. Ouais. Et alors que, voilà, moi, j'avais rien fait de spécial, mais bon, moi, j'étais le petit souffre-douleur. Et pendant, de ma 6e à ma 3e, tout mon collège m'appelait Fayot. Et c'était mon surnom, tout le monde m'appelait comme ça. Et à l'époque, évidemment, on parlait pas tellement de harcèlement, donc vous avez subi ça. Voilà. Et c'était un petit collège, hein. On avait 380 élèves à l'époque, hein, donc c'était pas gros. Et est-ce que, alors ça va être ma deuxième question, est-ce que ça vous a donné un petit peu moins confiance en vous pour après essayer de séduire les femmes? Non, pas plus que ça, parce que voilà, moi j'étais alors à l'époque j'étais pas très fille ni garçon d'ailleurs, hein. J'étais je vivais ma vie tranquillement et je vais sortir avec d'autres personnes, c'était pas mon truc. Donc moi j'avais mes potes, on s'amusait ensemble et puis j'étais pas un coureur ni attiré par tout ce genre de choses. Vous n'étiez pas attiré par les femmes? C'était des copines, des amis, mais pour moi j'avais pas envie d'aller plus loin, quoi. Et ma troisième question, ça va être: à quel âge vous avez fait l'amour pour la première fois? 23 ans. Ah oui, donc très tard. Oui. Très tard, tout à fait. Enfin, par rapport à la moyenne. Hein, oui. Il y a des hommes qui restent vierges jusqu'à 40 ans. Hein. Ouais. Mais en effet, par rapport à la moyenne, je crois que c'est 16 ans et demi pour les 17, hommes. 17, hein, 17, je crois. Ouais. Pour les garçons, 17. C'était avec la fille avec laquelle je me suis marié. Voilà, c'était mon premier amour. Une belle histoire. Hein. C'est bien. Ça a été donc une belle première fois. Tout à fait. Je me suis gardé pour ma première, en fait. Et vous pouvez poser une question à Jean-Louis Guilleneuf, il vous écoute. Eh bien, moi, je dirais quelle était la plus belle intervention que vous ayez faite dans votre carrière? Celle qui vous a le plus marqué. La plus belle intervention? Oui. Quelque chose qui vous a plus, où vous avez vraiment le sentiment d'avoir vraiment fait quelque chose de plus que dans toutes les autres, en fait. Celle qui vous a vraiment marqué. Je crois que c'est la plus belle question qui m'est posée, parce qu'elle m'a jamais été posée, celle-là. D'accord. Alors donc je m'y suis jamais préparé, donc ça va être un premier jet. Alors elle est très ancienne en fait. Alors j'ai essayé de pas éclater en sanglots. J'étais jeune flic, j'avais 1 an d'ancienneté dans la police, donc c'était il y a 40 ans. Et j'ai été amené à m'occuper, à l'époque j'étais à la brigade de protection des mineurs, je m'occupais des mineurs en danger, des mineurs en fugue, et j'ai été amené à m'occuper d'une petite, je me souviens encore de son prénom, elle s'appelait Sandrine, une petite de 12 ans qui était dans un foyer à Perpignan et qui était montée à Paris toute seule, faut imaginer, hein, toute seule à 12 ans, elle était montée à Paris pour rechercher sa mère qui était prostituée à Paris. Forcément, elle avait été déclarée en fugue et c'était une fugue dangereuse, on l'avait interceptée. On l'avait placée dans un foyer pour la protéger. Et je me suis occupé de cette petite de 12 ans en pleine rentrée des classes. Et c'est de voir la différence entre les gamines normales qui rentraient en classe et cette petite qui était complètement en rupture de banc qui m'a pris le cœur. Et j'ai essayé pendant des mois de retrouver sa mère parce que je lui avais promis. Après la suite, la suite elle est triste et je peux pas la raconter à l'antenne. C'est un scénario pour un film Cette affaire elle a 40 ans et je pense que c'est celle qui m'est restée le plus fort dans la tête alors que j'en ai fait pas mal. Quand même. Vous l'avez retrouvée ou pas sa mère? Non, on l'a pas retrouvée parce que en fait je vais vous donner oui, quand même. La suite. En fait, on n'a jamais retrouvé la trace de sa mère parce que on pense qu'elle est décédée sous X. Et c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé sa trace. Elle a été enterrée, je pense, sous X. Et il m'était absolument impossible de dire à cette petite ado que sa mère était décédée sous X. Donc quelque part, j'ai pas rempli mon contrat. Quoi. Je reste sur cette frustration. Alors c'est une histoire qui est triste, mais qui est à la fois belle également dans mes souvenirs. Voilà. C'est la plus forte. Merci d'avoir posé cette question. Merci Pierre, merci beaucoup. Plaisir. Allez, on continue avec vous bien sûr, on revient sur la question du harcèlement au 0826 300 300, à tout de suite. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Louis Guilleneuf, délégué du procureur à Versailles, on évoque le harcèlement et on vous donne donc quelques outils qui se trouvent dans sa boîte à outils puisque vous êtes venu avec Jean-Louis Guilleneuf. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour monsieur.
Vous pouvez l'appeler Jean-Louis. Oui, bonjour Delphine. C'est pas parce qu'il a été commandant de police qu'on va commencer à ne pas oser l'appeler par son prénom. Enfin, on est sur Sud Radio, on parle vrai, Delphine. Simple, alors, on parle vrai. Allez-y, on vous écoute, Delphine. Alors moi, je voulais témoigner parce que j'ai vécu du harcèlement sexuel qui s'est transformé ensuite en harcèlement moral dans le cadre du travail. Donc j'étais agent administratif dans une petite mairie sur la commune de Mouveau et en 2003 on a eu un nouveau chef qui venait du service culturel, donc je pense que ça passait pas très bien avec le maire, donc ils nous l'ont mis au service social comme nous on n'avait plus de chef. Et au début, il était très très gentil. Je le connaissais, c'était un collègue d'un autre service. Au début, il était très 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 gentil avec moi, même un peu trop, parce que ça me mettait un peu mal à l'aise par rapport à mes autres collègues. Et donc il avait déjà flashé sur vous, en quelque sorte. Voilà. Et bon, moi j'étais mariée avec 2 enfants, et en fait, ces réflexions, ça devenait de plus en plus gênant. C'est-à-dire, t'es bien foutu, t'aurais dû mettre un décolleté. Je voudrais que tu viennes travailler en décolleté et en mini-jupe, s'il te plaît. Après, quand il me convoquait dans son bureau, moi je fermais la porte, il se levait, je laissais la porte ouverte, lui il se levait, il fermait la porte. Et c'était toujours très familier, on se tutoyait, c'était toujours parce qu'on se connaissait d'avant, donc pour moi, c'était devenu mon supérieur hiérarchique, mais... Et puis c'est toujours des plaisanteries sur le sexe, ou quand on partait en déplacement pour aller voir le foyer logement, on prenait sa voiture. Bon, moi j'étais assez naïve quand même, c'est quand même bizarre. À chaque fois qu'on prend sa voiture, pourtant j'ai la même, j'avais un Espace, il avait un Renault Espace aussi. Chez moi, mon mari, quand il conduit, il ne touche pas les jambes en passant les vitesses. Mais j'ai vu à chaque fois qu'il passait les vitesses, il fallait qu'il frôle mes jambes. Il avait le bras long, c'est pour ça. Voilà. Et puis vous laissiez faire, hein. C'est-à-dire que vous osiez pas. Moi au début je me disais j'osais pas. Voilà, on a la peur quand même. On se dit c'est peut-être toi qui te fais des idées. Et puis ça a fini un jour dans son bureau. Il me dit il me dit qu'avec sa femme ça n'est pas trop. Et puis il me dit moi t'es plutôt comment toi, clitoridienne ou vaginale? Et là moi je lui dis écoute ça suffit Patrick, que j'ai le trou de ta femme, c'est le même que le mien, ça revient au même. Donc arrête, parce que moi, ça me met mal à l'aise. J'arrivais plus à m'habiller. Je sais comment je m'habillais, parce que j'avais peur qu'il me regarde et qu'il me fasse une réflexion. Voilà, c'était devenu vraiment malsain. À un tel point qu'un jour, on est parlé à mon élu. N'empêche que c'est déjà bien de lui avoir répondu ça. Très bien. Bravo, Delphine, parce que quelque part vous avez eu du répondant, mais ça l'a pas empêché de continuer. Non, ça l'a pas empêché. Donc j'ai été voir mon élu parce que ça devenait vraiment de plus en plus. Moi, ça me rendait malade. Et mon élu m'a dit écoute, ce que tu vis là, c'est du harcèlement sexuel. Quand tu vas dans son bureau, tu laisses la porte ouverte. Mais je lui dis mais je laisse la porte ouverte. Il se lève, il la ferme parce que mes collègues ne voyaient rien de tout ça. Je voyais que j'étais toujours partie avec lui parce que chaque fois il me sollicitait, j'avais plein de dossiers. Alors il me disait tu vas évoluer dans ta carrière, je vais te faire monter. Alors, très gentil. Mais moi je me sentais mal, donc j'étais voir son ancienne secrétaire qui est au service culturel et puis elle m'a dit je m'en doutais que ça allait tomber sur toi. T'es la plus jeune, t'es une petite blonde, t'es tout à fait son style. Et mon élu m'a dit non ça peut plus durer comme ça, faut en parler au maire. Donc le maire quand il a su, il l'a convoqué, il lui a dit quelque chose. Le maire savait sur qui tomber, donc moi j'ai eu quand même le maire qui m'a épaulé. Et puis de harcèlement sexuel, ça s'est transformé en harcèlement moral parce que quand il a été repris par le maire, après j'avais plus rien à faire, j'étais mis au placard par mon chef. Ouais. Lui, mais voyez, ce que je trouve terrible dans ce que vous nous racontez, Delphine, c'est qu'au fond, tout le monde sait que cet homme est un harceleur, et puis finalement, on le change de poste, et donc il retrouve une autre proie, et puis ça continue. Mais c'est quand même incroyable, Jean-Louis Guilleneuve, finalement. Terrible, comment une sorte d'omerta dans les boîtes. Un malaise, une fuite, un déni. C'est un déni. Oui, mais le problème, c'est que j'étais déléguée syndicale, c'était une petite commune, donc c'était un tout petit syndicat. Moi, quand j'en ai parlé en réunion syndicale, on m'a dit ferme ta gueule, sinon ta carrière, elle est foutue. Ah ouais, mais non. Alors, ils n'ont pas eu tort. Alors, c'était en 2003. Je l'ai dit. Le syndicat, ils m'ont pas suivi. C'est quelqu'un de Paris qui est venu m'aider. J'ai dû prendre un avocat.
Et quand on a eu une réunion avec le maire, à l'époque, l'avocat comme le monsieur qui m'aidait, ils ont dit, bah voilà, il faut porter plainte. Alors le maire dit, oui, portez plainte, Delphine, c'est pas normal. Je dis, attention, monsieur le maire, si on porte plainte, il y aura une enquête en mairie. C'est dans le cadre du travail, c'est pas personnel. Alors le maire dit, ah non, on arrête tout ça, moi je veux pas de bruit dans ma mairie. Donc ils ont payé mon avocat, moi je suis tombée en arrêt maladie. Et puis lui, il a continué à évoluer, mon chef. Le maire qui était à cette période-là, lui avait bloqué son avancement. Alors ça se passe, excusez-moi Delphine, ça se passe en 2003. Est-ce que 20 ans après, ça a bougé? Oui, beaucoup. Jean-Louis Guéna, vraiment? Vous êtes sûr? Ah oui, j'en suis convaincu. Oui, parce que je me souviens de cette époque, c'est pas si lointaine que ça pour moi. Aujourd'hui, il y a d'abord une écoute beaucoup plus attentive. Il y a une responsabilité du chef de service. Le maire, il est à la limite complice des agissements de ce monsieur. Oui, c'est-à-dire il prend... En laissant faire, il y a une espèce de complicité passive. Oui. Surtout donc il risque gros, donc du coup il risque de s'expliquer. Il ne va pas protéger le harceleur. Eh ben oui, le rôle du chef de service, c'est de protéger ses employés. C'est pas de couvrir les agissements d'un qui dérape. Et ce que vous avez très bien fait là, quand vous citez un responsable syndical et un avocat se présentent, vous avez une aide juridique. Et ce qui est terrible, c'est que c'est leur métier. Et surtout à l'avocat, c'est son métier. Si l'avocat vous dit il faut porter plainte, il faut suivre les conseils de l'avocat et pas les conseils du maire. Parce que l'avocat, il est là pour vous défendre. Et le maire, dans cette affaire-là, il vous défend pas. Il se défend lui. Il défend l'agresseur. Il défend son cadre. Et il défend l'agresseur, surtout. Alors j'ai dû me défendre toute seule, j'ai dû avoir des témoignages, mais les gens, quand il faut faire des attestations, il n'y a plus personne. Après j'ai su, parce que mon ancienne chef, elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais qu'il m'a contacté, il me demande de faire une attestation contre toi, disant que tu étais dépressive, pas équilibrée. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Mais vous vous rendez compte, quoi. C'était moi le bourreau. Oui. Alors on m'a dit mais toujours c'est normal, t'es jeune, t'es blonde, et puis t'es souriante. Mais j'attendais, moi je souris à tout le monde. Oui, puis vous êtes habillée un peu sexy, Delphine. Enfin, franchement. Mais non, mais je plaisante. Mais c'est vraiment révoltant. Puis on est complètement isolés parce qu'après c'est nous qui. Moi, je suis devenue la pestiférée de la mairie, quoi. Parce que j'avais osé le dire. Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est le sentiment que vous avez eu d'être la pestiférée, mais en fait, vous étiez la révoltée et la guerrière. Et la guerrière, peut-être que vous avez évité par votre comportement qu'il y ait d'autres victimes. C'est l'inverse que vous étiez. Vous étiez l'héroïne dans cette affaire. Simplement, vous n'avez pas été épaulé suffisamment parce qu'il n'y avait pas les structures pour à l'époque. La question que je voudrais vous poser, après c'est un peu personnel, vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous en avez parlé à votre mari et quelle a été la réaction de votre mari ? Alors mon mari, à l'époque, c'était mon ex-mari, était en pleine évolution dans sa carrière et il travaillait avec des politiques. Donc il n'a rien fait. Alors ça m'a meurtri aussi puisque évidemment, j'avais que mes enfants, mes parents, des amis. J'avais une amie qui travaillait dans le privé. Elle me dit mais moi dans le privé, Delphine, ça ne se fait pas. Le mec il est viré d'office. Mais nous non. En fonction publique, impossible à virer le mec. Il a continué, il a fini sa carrière. Il a été couvert par le nouveau maire. Voilà. Moi, je n'ai jamais su retravailler après. Parce qu'on m'a mis après dans un service d'hommes. Alors, j'ai dit, c'est fait exprès, certainement. Ils m'ont mis au service technique, où là, j'en ai pris plein la gueule par les mecs. Et puis, j'ai fini par une dépression et je n'ai jamais su retravailler. Donc, je suis en disponibilité de la fonction publique. C'est des persécutions. Vous êtes quelqu'un qui avait été persécuté. Et c'est intolérable. Ce que vous racontez est intolérable. Et je pense que aujourd'hui, et peut-être même en 2003, ces faits qui sont étayés
auraient été présentés à la police puis à la justice. Alors, bon, il ne serait pas allé en prison, faut pas rêver, malheureusement, parce qu'il aurait mérité, mais il aurait passé un sale quart d'heure dans le bureau du juge, votre harceleur, et le maire, il aurait eu des comptes à rendre, il aurait dû s'expliquer pourquoi il protégeait autant cette personne. Merci Delphine de ce témoignage. Heureusement, ça bouge quand même, on avance sur ce point. On va continuer à en parler bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à témoigner ou à poser des questions. La petite devinette du jour. Alors je vous en ai trouvé une pour vous, Jean-Louis Guilleneuf. Pourquoi les avocats sont si bavards? C'est la réponse tout de suite après les infos que vous pourrez nous donner. Hitler Sud Radio. Eh bien, nous évoquons aujourd'hui le harcèlement en compagnie de Jean-Louis Guilleneuf. Vous êtes commandant de police honoraire et vous êtes donc délégué du procureur à Versailles. Je vais vous poser une question, mais d'abord, je voudrais que vous me répondiez à ma devinette. Pourquoi les avocats sont si bavards? Moi, je vais faire une pirouette, je donne ma langue au chat. Ouais. Tout simplement, au greffier. Tout simplement parce qu'ils portent des robes. Oui. Moi, j'ai le droit de dire ce genre de choses. Vous n'avez plus le droit. Alors, oui, je vous pose la question. On le voit depuis 14 heures, on a des témoignages et on voit que les gens, finalement, ne prennent pas réellement conscience qu'ils sont harcelés et que quelque part, la loi aujourd'hui est là pour les défendre. C'est quoi? C'est parce qu'ils se sentent coupables finalement. Ils ont l'impression que, de toute façon, ça va pas servir à grand chose d'aller jusqu'au bout. Oui, certainement. Je pense qu'il y a la crainte d'être mal reçu dans le service de police ou de gendarmerie, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Il y a la honte, il y a la pudeur pour raconter quelque chose de très intime. C'est difficile de raconter que l'on vit des humiliations, que l'on vit des propos dégradants. C'est plus facile de se présenter avec une blessure externe parce qu'on a reçu un coup à la figure ou qu'on s'est fait voler. Ça donne pas une image de soi négative, et je pense que les gens qui sont harcelés ont une image négative et osent pas, ça réduit leur capacité de réaction et ça ne fait que renforcer le pouvoir du harceleur sur elle. Donc on sait aujourd'hui que la loi elle est là et elle est assez claire. Donc ensuite, d'abord on est bien reçu maintenant dans les commissariats, les gendarmeries. Et ensuite il y a des personnes pour écouter, absolument, pour aider. Alors pas dans tous les services, mais dans les commissariats ou les gendarmeries des villes les plus importantes pour le moment, mais ça va évoluer. Il y a un ou plusieurs psychologues qui sont là pour venir en aide aux victimes, qui prennent ensuite en charge les victimes après le dépôt de la plainte, le temps de l'enquête. Il faut aussi un accompagnement de la victime et une orientation de la victime vers des structures de soins ou des structures d'accueil ou des structures d'écoute de la parole. D'ailleurs, maintenant, dans tous les services police, gendarmerie et dans les tribunaux, il y a des plaquettes. Il y a des numéros de téléphone qui sont affichés, il y a des présentoirs qui s'adressent aux victimes des infractions diverses et variées. Et on retrouve la même chose, j'insiste là-dessus parce que c'est méconnu, dans de nombreuses villes en France, il y a des maisons de la justice et du droit où l'accueil est gratuit, et l'accueil se fait même souvent sans rendez-vous, où une personne qui est en difficulté judiciaire, est prise en charge, peut rencontrer un avocat gratuitement ou un juriste qui va l'orienter, qui va l'accompagner. Maison de la justice, donc Maison de la justice et du droit. Très souvent, elles sont à côté des mairies ou intégrées dans les mairies. En tout cas, à la mairie, on peut vous donner l'adresse de cette maison de la justice. Absolument. D'ailleurs, les mairies sont partenaires. Et pour certaines, moi je connais bien, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que délégué du procureur dans 2 maisons de justice. Il y en avait une. Mais moi je l'apprends, je ne le savais pas. Et je pense que c'est pour ça que j'insiste. Oui, bien sûr. Et les maisons de justice ont des fonctionnements associatifs. Les mairies sont partenaires. Les mairies versent de l'argent à la maison de justice pour qu'elle puisse fonctionner.
Mais finalement, quoi qu'on ait comme problème, l'idéal c'est toujours de voir avec la mairie, non La mairie, c'est le premier contact. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est tellement c'est dommage, évident pour beaucoup de gens. Hein. C'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'en plus, il y a des accueils. Les gens qui sont à l'accueil des mairies sont formés, ils sont en capacité d'orienter. Hein. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Louis. Bonjour Merci de m'accueillir. Merci de témoigner. Merci. C'est pas grave. Bonjour Sophie. Alors vous êtes actuellement dans la procédure, si je ne me trompe pas. Oui. Alors racontez-nous. Oui. Alors, moi, j'ai décidé après 10 ans de patience et d'attente parce que je voulais absolument faire ça. Et après plusieurs immersions dans des entreprises, je voulais faire le métier d'aide médico-psychologique qui est maintenant qualifié d'aide accompagnant éducatif et social pour des personnes en situation de handicap. Et donc j'ai trouvé mon école, j'ai trouvé ma structure, et donc au mois de juillet 2020 il s'est avéré que j'ai été prise, donc j'ai été acceptée dans cette structure pour faire ce contrat de professionnalisation. Et donc, il s'est avéré que j'étais déjà en contrat, donc il a fallu que je parte chez mon ancien employeur. Et ils m'ont appelé un petit peu plus tôt avant le début de mon contrat pro. Je devais commencer mon contrat pro en octobre et ils m'ont appelé pour le 10 septembre. Donc j'ai commencé sur un poste de travail d'accompagnant éducatif et social remplaçante. Voilà, donc j'ai été en doublon seulement sur 2 jours. Alors d'entrée de jeu, l'implication dans l'équipe c'est très très mal faite. Donc voilà, on me posait beaucoup de questions, et qu'est-ce que tu fais là, et voilà, enfin plein de choses comme ça, beaucoup de curiosité. Donc le cadre socio-éducatif m'a convoqué en me disant on ne parle de rien, on ne parle pas que vous êtes financé, que vous allez passer en contrat ES, contrat professionnalisation élève, on ne parle de rien de tout ça, il y a des problématiques dans l'équipe, enfin etc. etc. Et donc j'ai été doublée seulement sur 2 jours, j'avais pas de trame de base, j'avais pas de fiche de poste, j'avais rien du tout quoi, j'étais seule au monde, voilà, je connaissais pas vraiment la structure, enfin bref, j'étais livrée à moi-même, aucune implication dans l'équipe, donc on me mettait des barrières, on me mettait des bâtons dans les roues. Et vous avez une idée de la raison pour laquelle on vous a pas accueilli ? Alors la jalousie, tout simplement, parce que la personne qui mène sa danse, enfin entre guillemets, c'est une personne qui, en fait, si vous voulez, c'est une secte. Je le définirais comme ça. Voilà, ils font rentrer, c'est des personnes qui sont pas impliquées, qui sont impliquées mais entre elles. C'est un petit village de 500 habitants, donc on fait rentrer des personnes non qualifiées. Voilà, par connaissance, simplement. D'accord. Vous étiez l'étrangère, quoi. J'étais l'étrangère. Et quand je suis arrivée, moi, par mes propres moyens, et voilà, déjà ça a été déjà d'entrée mal perçu. Voilà. Après, je vous parle même pas du tutorat qui était totalement inexistant. J'avais pas de tuteur. Lorsque je devais mener mes devoirs d'école le mardi matin, on me mettait systématiquement en réunion pour me barrer mon travail, enfin pour me saboter mon travail en fait. J'ai été victime d'agressions physiques de la part d'un résident. Grâce à mes collègues qui ce jour-là évidemment j'avais 17 résidents pour moi toute seule à m'occuper lors d'un goûter et en fait je me retrouvais seule sur ce poste et elles s'amusaient entre elles, voilà, elles jouaient à du ping, alors elles jouaient au ping-pong entre elles, c'est les résidents qui comptaient les points, c'était très et puis donc un résident est venu les solliciter parce qu'ils étaient dans l'immédiateté, il est atteint d'une pathologie psychiatrique très lourde et donc si on n'accepte pas sa demande, voilà, il vous a sauté dessus. C'est le pétage de câble assuré. Donc elle le savait très bien en disant va t'adresser à elle et elle regardait et quand il s'est adressé à moi effectivement ça a été assez violent. Donc il n'y a eu aucune reprise là-dessus, il n'y a rien eu quoi. Et donc, j'imagine que c'est ça qui vous a fait commencer à entamer une procédure.
Ah non, oula, j'ai tenu encore très longtemps. Et jusqu'à ce que j'ai commencé par une médiation de la Chambre de commerce et d'industrie, il y avait un médiateur. Donc j'ai dit que j'avais des problématiques dans ma structure et que ce serait bien qu'il intervienne. Et encore une fois, excusez-moi Sophie, je vous pose cette question parce que on entend encore comment vous subissez, alors qu'il y a depuis déjà pas mal de temps harcèlement. Qu'est-ce qui fait que vous continuez à subir sans vous défendre, d'après vous? Alors, c'est pas que je me défends dans ce cas précis, mais comment dire, voilà, c'est très long. On s'attaque à une structure, on s'attaque à plusieurs personnes, et il faut toujours justifier de son état de santé. Moi, j'ai été arrêtée pour troubles réactionnels en 2021, et donc en fait, la sécurité sociale ne m'a pas reconnue en tant que dépression. Excusez-moi Sophie, mais on va vous garder, on va faire une petite pause. On va vous garder. Là, sincèrement, Jean-Louis Guilleneuf, quand on écoute Sophie, là, ça se passe en 2020-22. Elle est toujours en procédure. On a quand même l'impression que la société, quoi que vous en disiez, Jean-Louis Guilleneuf, elle n'est pas encore au point pour aider les gens qui subissent le harcèlement. Je vous laisse répondre après la pause et vous verrez avec Sophie. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors on va retrouver Sophie, bien sûr. Vous êtes en procédure, la procédure est en cours. Sophie, vous nous avez expliqué donc à quel point vous avez a priori subi du harcèlement. Jean-Louis Guilleneuf, pour vous, il n'y a pas eu harcèlement? Alors c'est pas facile. Là, j'ai un cas qui est pas facile. Alors Sophie, pardon. Oui. Pardon, mais Sophie. alors attendez, je tenais à vous préciser quand même. Vous allez reprendre la parole, Sophie, mais laissez Jean-Louis Guilleneuf vous dire. Alors pourquoi c'est pas votre souffrance, elle est authentique. Moi, je remets pas en cause votre souffrance, mais on est à la lisière entre le droit du travail et le droit pénal, quoi. Donc on est plus dans le droit du travail et dans le non-respect des règles du droit du travail. On n'a pas vraiment basculé dans le droit pénal où on identifie un ou plusieurs auteurs que l'on va sanctionner parce qu'ils ont commis une infraction. C'est ça le droit pénal. Ce qui était important dans votre discours que j'ai écouté avec attention, c'est la médiation que vous avez faite auprès de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que le médiateur vous a dit? Qu'est-ce que la médiation a amené pour vous, à vous? Qu'est-ce qu'elle vous a amené, la médiation? Alors voilà, j'ai vu à plusieurs reprises la direction, ce qui n'a rien donné. J'ai saisi le médiateur de la CCI, ça n'a rien donné du tout, il ne m'a jamais fait de retour sur les faits factuels. Ensuite, il se trouve que j'ai été à la médecine du travail. Le médecin du travail a bien reconnu qu'il y avait harcèlement moral. À la suite de ça, des PV d'audition ont été menés par la sécurité sociale, qui sont avérés, qu'il y a bien eu des faits factuels. Donc la directrice ne dément à aucun moment tout ce qui s'est passé. Elle va tout dans mon sens, exactement. Donc elle reconnaît tout ce qu'il y a eu, tout ce que j'avais au quotidien, mes frais de route qui n'étaient pas payés, qui me mettaient en difficulté financière, le cadre socio-éducatif qui m'avait traité de débile et de déficiente mentale. Voilà. Il y a eu des insultes, d'accord. Ah mais pas que. Il y a eu des vols de mon matériel dans mon casier. Il y a eu des résidents. Ils ont impliqué des résidents pour m'embêter au quotidien. Ils me sabotaient toutes mes. Par exemple, on devait intervenir sur par exemple tout ce qui était tout sur le facto de fonctionnement en fait. Sur les transmissions, je n'avais pas droit à la parole, on me disait ferme ta oui, donc là il y a quand même insulte, humiliation, etc. Il y a quand même, propos dévalorisants. D'accord. Donc là, c'est plus clair. Déjà, c'est plus clair. Donc il y a bien c'est plus clair, voilà. C'est pour ça que mon histoire, elle est mais Sophie, excusez-moi, mais ce que je pose comme question aussi, c'est pourquoi à un moment donné subir tout ça et pas aller chercher un travail ailleurs? Eh ben voilà. Alors la question s'est posée. Donc le médecin du travail a dit changement d'unité impératif pour qu'on continue mon contrat pro dans de meilleures conditions.
Donc l'inspection du travail s'en est mêlée parce qu'ils n'ont jamais répondu aux médecins du travail. Donc l'inspection du travail les a menacés de 30 000 € d'amende s'ils n'effectuaient pas le changement d'unité, puisqu'il y avait 3 structures sur l'établissement où j'aurais pu être amenée à travailler dans de meilleures conditions avec d'autres personnes. Ils n'ont jamais effectué les fiches de poste jusqu'à ce que j'arrive à l'inaptitude. Voilà. Et entre-temps, mon école m'a apporté aucun secours. Ce qu'ils ont dit dans les PV d'édition de la... Ce que je trouve terrible, bravo, hein, parce que vous lâchez rien, mais en même temps, toute cette énergie que vous mettez à essayer d'être reconnu comme victime, ouais. Que vous êtes, hein, moi, oui, il me semble. Tout à fait, encore une fois, on a votre témoignage, on n'a pas le témoignage inverse, hein, mais bon, on vous sent sincère. On se dit, mais à un moment donné, à quoi bon? Et c'est là où je vous dis, Jean-Louis Guilleneuf, excusez-moi, mais il faut encore avancer. Je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous vous êtes présenté dans un service de police ou de gendarmerie pour porter plainte pour harcèlement contre les responsables de tout ça? Et quel a été le retour? Bon, évidemment, eux, ils estiment qu'effectivement, il y a bien harcèlement moral. Donc, la police, j'ai été très mal reçue. Voilà. Déjà, pour commencer, voilà, donc c'est bien dommage. On m'a proposé une main courante, mais bon... On sait très bien qu'une main courante, ça fait rien du tout. Ah bah non, c'est pas une plainte, une main courante, non, c'est un signalement, c'est tout. Ouais. Voilà, donc du coup, la gendarmerie, oui, m'a proposé de repasser un petit peu plus tard. Bon, j'en ai eu un petit peu marre. Donc j'ai carrément pris un avocat et j'ai écrit au procureur. Et là, le procureur, voilà. Donc le procureur poursuit parce que évidemment en plus ils ont même pas rempli les papiers pour la Sécu pour me reconnaître en maladie professionnelle par rapport à la dépression, alors que je suis suivie depuis 2 ans pour ça. Et donc du coup là en fait je suis très contente parce que en fait un juge a décidé que non seulement il poursuivait mais qu'en plus il y aurait une expertise médicale. Bah c'est parfait. Puisque les faits sont donc ça laisse à penser d'après votre témoignage, Sophie, si on fait un petit bilan, c'est heureusement les juges aujourd'hui sont au fait de la question de harcèlement. Mais alors quel parcours du combattant? Quel parcours du combattant? Oui, et puis l'issue n'est pas gagnée. Et qu'en plus, je suis pas la seule. À partir du moment où le juge le reconnaît, je pense que c'est quand même... Pour être simple, le procureur a décidé des poursuites, puisqu'il décide d'une enquête, puisqu'il fait faire un examen, une expertise médico-judiciaire. Et au vu de l'expertise et des éléments qu'il a recueillis, de toute façon, il les recueille en chargeant les services de police de faire l'enquête. C'est pas lui qui fait l'enquête. Il a donné pour ordre aux policiers qui sont sous ses ordres de procéder à l'enquête. Et à un moment ou à un autre, les personnes mises en cause vont avoir à s'expliquer. De toute façon, il y aura un résultat. Et comme vous avez un avocat qui vous assiste, l'avocat peut se tenir au courant des avancées de l'enquête, des différentes étapes de l'enquête. Qui concerne les PV d'audition en fait. Donc tout le monde a été entendu dans la structure, tout le monde a dit que c'était vrai, sauf la personne elle-même impliquée. Elle s'est mise en arrêt de travail la veille de l'audition. Comme toujours, et c'est là où et c'est là encore une fois qu'on voit bien la personne qui harcèle de toute façon est toujours dans le déni. De toute façon, elle, à son tour, elle sera entendue par les services de police et puis elle ne pourra pas se dérober. Si elle vient pas, ils iront la chercher. Moi, je constate quand même en vous écoutant, Sophie, puis en écoutant un peu les témoignages, c'est que finalement, dans ces histoires de harcèlement, et ce qui est assez normal puisqu'il y a souffrance, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a l'émotionnel qui l'emporte et ça manque un petit peu de rationalité. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est peut-être le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Attention, prenez la part des choses, parce que l'émotionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne dépression, il entraîne des choses. On sent bien que Sophie, elle traverse aussi quelque chose de difficile sur le plan personnel. Ce sont des violences très lourdes, c'est ce que je disais au début, ce sont des violences. Mais ce qui est important, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on accepte de reconnaître qu'on est harcelé,
le mieux, c'est de prendre quelqu'un qui va nous défendre et essayer soit de ne pas rester dans cet émotionnel qui entraîne forcément de la déprime, un mal-être et c'est exactement ça. Il faut pas rester seul, il faut se faire aider. Alors se faire aider, ça peut coûter cher financièrement, mais il y a aussi des aides gratuites, comme vous l'avez parlé, que j'ai cité tout à l'heure. Et il faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Et puis à se faire, entre guillemets, soigner, se faire soulager par un praticien, par un thérapeute. Oui, mais plus on va se faire aider tôt, et plus on va pouvoir dire c'est le problème de mon avocat, je suis défendu, et moi je m'occupe de moi, moins on risque en effet de perdre cette énergie vitale qui fait d'y laisser des plumes. Et d'y laisser énormément de plumes. Et sa santé, oui, tout à fait. Et aggraver la situation. Et généralement, quand la machine se met en route, l'infraction ralentit et l'infraction cesse parce que les auteurs commencent à avoir peur. Ça les inquiète. Personne ne veut passer dans la justice et personne n'aime rendre des comptes sur des accusations de harcèlement, même si elles sont contestées, ça met mal à l'aise. Hein. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de passer, et je l'entends bien, Sophie, hein, j'entends bien à quel point vous êtes démolie par tout ça. En amont, essayons de se faire aider de manière à relâcher un petit peu tout l'affect qu'on met pour se défendre, parce que ça passe par des moments de colère, de tristesse, d'abattement, et ça crée forcément quelque chose qui enlève notre énergie. On fait une petite pause, on va se retrouver pour le Love Conseil, pour le jouet qui a été testé, et puis on a également Nicolas qui veut témoigner. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Servez aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Jean-Louis Guyonnet, vous pouvez réagir, même si c'est pas tout à fait votre domaine. On va parler d'une petite introspection amoureuse qu'on peut faire. Vous savez que l'autre, c'est notre miroir, c'est le miroir de notre ombre, en quelque sorte. Et pour mieux comprendre peut-être votre relation amoureuse, je vous propose un petit exercice d'introspection tout à fait instructif. Alors voilà la question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que j'aime en lui, en votre partenaire ou en elle, évidemment, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et en deuxième phase, après avoir répondu à ce que vous aimez en lui, on va rester sur le masculin, ce sera plus simple, en quoi cela pourrait me ressembler, ou si vous préférez, qu'est-ce que ça révèle sur moi? Alors par exemple, si votre compagnon est très brillant en public, il parle très bien quand il y a un dîner ou quand il y a du monde, il y a des chances que vous soyez un petit peu inhibé et que quelque part vous soyez en admiration de sa capacité à être apte à bien parler, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je n'aime pas en lui? Et là, ça devient intéressant aussi, parce que ça va être aussi révélateur, évidemment, sur vous-même. Par exemple, si vous le trouvez un peu trop ordonné à votre goût, je ne serais pas surprise que justement vous soyez un petit peu bordélique. Comme si on avait toujours tendance, dans une relation, à choisir quelqu'un qui va nous apporter ce qu'on n'a pas, ou qu'on va admirer parce qu'il a quelque chose qu'on aimerait avoir. Voilà, donc et pourquoi c'est important cette introspection amoureuse? Parce que très souvent, on va finir par quitter ou par rejeter notre partenaire parce qu'il nous renvoie un petit peu trop à nous-mêmes, alors que c'est pourtant pour ça qu'on l'avait choisi. Et c'est pour ça que c'est bien de temps en temps, si vous êtes agacé par quelque chose chez votre partenaire, faites ce petit travail qui va vous révéler un petit peu de vous-même, et peut-être que vous serez plus indulgent, plus indulgente à ce moment-là, et que ça ne mènera pas à la rupture, parce que au fond, c'est quand même, si vous l'avez choisi au début, c'est peut-être quand même parce que vous l'avez, il ou elle vous a plu. Vous voulez réagir, non? Oui. Je ne sais pas si mon épouse écoute l'émission, mais bon, si elle l'écoute, pas de problème. Alors, chez l'autre, chez elle, ce qui m'a séduit, c'est d'abord c'est une admiration. J'ai admiré sa personnalité. C'est une globalité. Et puis, il y a la fierté d'avoir été choisi aussi, d'avoir été choisi par une personne que j'admirais. Et donc ça a renforcé votre narcissisme. Certainement. Je n'avais peut-être pas assez confiance en moi.
où je me valorisais peut-être pas assez, et de cette femme que j'admirais qui me choisit, en fin de compte, j'ai été très flatté. Et puis autre chose m'a flatté, c'était un point de détail, enfin pas un point de détail, un élément, c'est que à l'époque, elle gagnait beaucoup plus que moi. Et moi j'étais très fier d'être avec une femme qui gagne plus d'argent que moi. Non pas parce que j'avais pas besoin d'être entretenu, mais c'était un signe extérieur comme ça qui m'a touché. Je disais à mes amis, en plus je suis content parce que je suis fier parce qu'elle gagne plus que moi. J'étais fier d'avoir été choisi par une femme qui gagnait plus que moi. J'avais le sentiment pas avoir été choisi pour mon argent. Surtout qu'en tant que flic, je gagnais pas beaucoup d'argent. J'imagine au début, c'est certainement pas. Eh oui, comme quoi. Hein. Non, mais c'est intéressant, je trouve, comme petit exercice qu'on peut tout à fait. Alors par contre, là où ça me met un petit peu en difficulté, qu'est-ce que je n'aime pas chez elle? Moi, j'aurais tendance à être extrêmement indulgent. Je lui cherche pas de défaut. Non, mais elle en a forcément, mais s'il vous agace pas. En fait, je disais bien dans le Love Conseil, c'est les défauts qui vous agacent. Hein. Si elle a des défauts mais qui vous agacent pas, ça parle pas de vous. Hein. Non, ça m'agace pas. C'est quand ça nous agace que ça parle de nous. Bon, par contre, je l'agace un petit peu des fois, mais j'en suis conscient et j'ai pas toujours envie de changer. Si elle nous écoute, elle peut réagir et elle peut nous dire qu'est-ce qui l'agace chez vous. Comme ça, vous aurez avancé. Il y a beaucoup de choses, mais bon, des fois, je suis un peu exprès peut-être de l'agacer. Il y a peut-être une provocation. Alors, on va continuer avec Laurent qui a reçu pour nous. Alors, ce sont des œufs, mais c'est pas des œufs de poule. Hein, Jean-Louis Guilleneuf, vous imaginez bien que dans cette émission, c'est des œufs qui servent à notre plaisir. Bonjour Laurent. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Laurent. Jean-Louis qui est avec nous, Jean-Louis Guilleneuf. Alors ces œufs, c'est des œufs masturbateurs de la marque Tenga, qu'on trouve évidemment sur rudesplaisirs.com. Il y en a 6, donc ça fait 6 bonnes soirées, Laurent, c'est ça? On peut dire ça, oui, tout à fait, sauf que ceux-là, vous ne les trouverez pas dans le rayon des grandes surfaces, le rayon adéquat des grandes surfaces. Non, ça c'est sûr. Et ce ne sont pas non plus des œufs en chocolat, mais bon, vous pouvez quand même les offrir à Pâques. Ça fera des petits œufs surprise. Alors en effet, il se présente sous la forme d'une boîte classique de 6 œufs. Et ce sont des étuis. Les œufs sont dans différents étuis avec des coloris bien particuliers, assez flashy. J'en donne un à Jean-Louis, parce qu'il n'a pas l'air de connaître. Voilà. Vous allez peut-être comprendre. Tenez Jean-Louis. Et puis ça tient dans la main. Oui, ça c'est... Comme le schmilblick. Ah oui. Et puis voilà, vous voyez, vous avez un petit peu de lubrifiant là. Voilà. Bon, allez-y. Alors Laurent. on peut effectivement s'en servir comme déstressant. Hein. C'est une manière de éventuellement s'amuser un petit peu avant avec. Mais bon, chacun porte en fait à l'intérieur une forme géométrique avec des stries différentes, plus ou moins, avec des stries différentes. Ah, ça c'est sympa. Donc c'est pas le même plaisir à chaque fois. Non, pas tout à fait. Disons que ça peut être des petites vaguelettes ou des petits picots. Et en fait, les sensations viennent de l'intérieur de l'œuf. Et c'est censé reproduire de manière évidemment artificielle et différente la muqueuse vaginale de la femme. En général, c'est assez... Enfin, on peut un petit peu y croire. Enfin, moi, évidemment. Je trouve que l'orifice est un peu petit, oui. Même si je suis prétentieux. Je suis pas forcément bien membré. Mais là, c'est... bon, je vais pas dire que c'est pour un enfant, parce que là, on déraperait. Mais bon, c'est un objet... Non, mais ça, c'est juste avant la lubrification. Mais remettez les doigts dedans, vous allez voir, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Le problème, c'est que le mode d'emploi est en chinois, il va écrit en caractère chinois, je ne lis pas le chinois. Non, mais vous mettez 2-3 doigts dedans, vous allez voir, ça s'élargit très bien. Mais non, ça mord pas. Hein, non, mais je sais bien. Ouais, vous voyez ça, alors... Oui, c'est peut-être pour ça que l'orifice est un petit peu petit en fait. Parce qu'il se dilate. Ouais. Alors c'est pas très romantique, hein. C'est pas fait pour ça. Ouais, effectivement à l'intérieur, il y a des stries. Ouais. Je ne reconnais pas la muqueuse vaginale et disons qu'au toucher, les yeux bandés, je reconnaîtrais pas.
Mais bon, ça peut... Ça peut dépanner quand même. Hein. Ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Hein. Bien sûr, c'est une boutade tout ça. Après... Alors Laurent, vous, qu'est-ce que vous en pensez justement, vous qui les avez testés? Alors, ce qui est pertinent, c'est qu'on peut s'en servir avec son ou sa partenaire pour des préliminaires, pour pimenter un petit peu les parties de plaisir. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai eu l'opportunité de le tester avec 3 partenaires différentes et la sensation n'a pas été la même à chaque fois. D'accord. Donc, alors ce qui est un petit peu, je dirais, rebutant au premier abord, c'est que l'objet en lui-même est froid et lors de l'application sur la verge, évidemment, ça fait un petit coup de froid. Vous pouvez le mettre un peu dans l'eau chaude avant. Ah oui, tout à fait. L'œuf a chauffé un petit peu avant. Et en revanche, je trouve que, alors pour la largeur, je suis d'accord, ça s'étend bien, mais pour la longueur, non, c'est peut-être un peu... Alors oui, la longueur, c'est un petit peu compliqué parce que c'est surtout pour stimuler. Ça ne stimule pas toute la verge, mais ça stimule principalement le gland, en fait. Oui, ce qui est l'essentiel, évidemment. Toute la partie de la corolle et puis du gland surtout, c'est cette partie-là qui va être stimulée. Bon, en tout cas, c'est rigolo. Et puis, ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur parce que des fois, il y a des objets, des accessoires sexuels qui sont un petit peu volumineux et qui peuvent faire un petit peu peur, peut-être même un peu mal. Mais là, non, ça fait pas peur déjà. Ça peut même faire sourire. Non, c'est rigolo. Oui, tout à fait. Eh bien, quelle note vous lui donnez à cette boîte d'œufs masturbateurs? Eh bien, pour le côté fun et puis pour le côté un petit peu ludique et agréable au toucher, je lui donnerais un 7. 7 sur 10. D'accord. Ouais. Eh bien, 7 sur 10, ces œufs masturbateurs de la marque Tenga, vous pouvez les retrouver sur rudesplaisirs.com et ça coûte 45,90 €. Voilà. Bon, après, c'est un gadget. Au choix de chacun. Mais bon, si vous partez quelque temps et que vous êtes seul, ça peut peut-être vous dépanner. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. On continue avec Nicolas, qui a vécu également du harcèlement de la part de ses professeurs et c'était à l'école, je crois. Bonjour, Nicolas. Merci de témoigner. Oui, bonjour Brigitte. On vous écoute, allez-y. Alors moi j'ai une petite histoire par rapport à mon prof de primaire, donc c'était un CE1 et CE2. Je ne sais pas pourquoi il s'abattait sur moi. Donc c'est-à-dire que c'était si je faisais tomber mon stylo, c'était des punitions. Ça pouvait être des coups de dictionnaire sur la tête si je parlais. Ça pouvait être... C'est horrible ce que vous racontez. Vous étiez le bouc émissaire de la classe pour votre professeur? Voilà, c'est ça. Il pouvait me punir de punition parce que j'avais fait tomber mon stylo. J'avais 3-4 fois plus de devoirs que mes camarades tous les jours. Mais là, on est réellement dans du sadisme. Et j'allais le dire, voilà, c'est du sadisme. Là, c'est traumatisant pour cet âge-là, du coup. Donc, je me suis remis à cet âge-là à faire pipi au lit, à pas vouloir aller à l'école. Mes parents ne comprenaient pas parce que je voulais pas leur dire. Et voilà. J'étais bloqué sur moi-même, je m'étais renfermé. Ce qui est normal quand on est enfant et qu'on a cet âge-là, comme on n'a pas encore la rationalité du cerveau, on est complètement hypnotisé et incapable de réagir. Hein, Voilà, c'est ça. Et puis mon professeur à l'époque était très imposant, donc il faisait 2 mètres pour 110 kilos. Donc vous aviez peur? Moi tout petit, il faisait peur, il est barbu, il buvait à l'école en plus. C'était une bouteille de rouge par repas. À la cantine, donc l'après-midi était encore plus difficile que le matin. Et jusqu'au jour où j'ai réussi à en parler à mes parents, mon père est arrivé au beau milieu de la journée d'école, il m'a pris à part, on allait dans le bureau du professeur. Et là, mon père s'est énervé contre lui parce qu'en plus ils étaient amis d'enfance. Donc il s'est énervé contre lui, le menaçant de porter plainte, même d'en venir aux mains s'il continuait à toucher que ce soit moi ou d'autres enfants dans le futur, que s'il l'apprenait qu'il en viendra aux mains avec lui pour qu'il comprenne ce que ça pouvait faire à un enfant. Et ça a suffi pour qu'il arrête? Après ça, il m'a
complètement laissé tranquille. Il m'adressait même plus la parole. Il me donnait plus de devoirs. Et voilà, c'était. Il a suffi d'une menace de mon père pour que l'histoire s'arrête assez rapidement. Ce qui a été pour vous quand même quelque chose de chouette, parce qu'au moins vous avez vu à quel point votre père était capable de vous défendre, petit garçon que vous étiez, face à ce monstre, cet ogre, oserais-je dire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, ce que ça a provoqué chez moi, c'est un énorme manque de confiance, beaucoup de timidité. J'ai très peur d'aller vers les autres, du coup, parce que j'ai peur ça veut dire, Nicolas, qu'il y a quelque part un traumatisme qui n'est pas réglé. Un peu de MDR, peut-être, ça peut vous aider à vous débarrasser de ce traumatisme. Ouais. Ça prouve que quelque part, et puis vous avez eu envie d'en témoigner, alors que j'imagine bien que ça fait longtemps que c'est arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque part quand même encore quelque chose qui laisse une trace. Ah oui, bien sûr. Hypnose, MDR, ça peut peut-être vous libérer. Il vit toujours, ce monsieur ? Il me semble que oui. Oui, il me semble que oui. Je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant que vous êtes un adulte, si vous alliez le voir, alors pas pour lui casser la figure, hein, même si... faut éviter parce que ça se retournerait contre vous. Mais si vous alliez le voir pour lui en parler de tout ça, déjà pour voir s'il avait conscience de vous faire du mal et pourquoi il vous faisait du mal. Et puis un petit peu pour le mettre mal à l'aise, parce que maintenant que c'est vous avez renversé les rôles, il y a une légitimité à prendre le rôle de celui qui prend le dessus, parce que maintenant il doit être très vieux, puis même s'il est gros et fort, il est moins fort que vous. Oui. Moi, je vous conseillerais d'aller le voir, et puis comme ça, de discuter un petit peu sèchement, lui rappeler des souvenirs. Alors, c'est un conseil entre guillemets d'amis, hein, mais ça vous ferait peut-être du bien de le voir se liquéfier devant vous. Et ce serait. Je l'ai déjà vu, ça. Je l'ai croisé une fois dans la rue. J'étais avec mon père, justement. J'avais 16 ou 17 ans quand ça s'est passé. Donc, au premier abord, il a reconnu mon père, et ensuite, il m'a reconnu à moi. Et du coup, il s'est complètement décomposé, il a fait demi-tour, il est parti très très vite, parce qu'il se rend compte que j'étais plus un enfant, mais que je pouvais me défendre même. Et puis, il a pris conscience qu'il a fait du mal. Il savait qu'il faisait du mal. C'est ça qui est grave, c'est de faire du mal volontairement. Et ça montre bien une chose dont vous m'aviez parlé, Jean-Louis Guilleneuf, quand on a préparé l'émission, c'est qu'en fait, ces harceleurs sont des lâches. Exactement. Tout à fait, Brigitte. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, Nicolas. Voilà. C'est lui le lâche. C'est ça. Merci. Sans être violent, vous avez le droit de régler vos comptes. Hein. Enfin, sans violence physique. Bah non, sinon c'est vous qui seriez, vous retrouviez. Bon, écoutez Nicolas, merci beaucoup d'avoir témoigné. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et puis, suivez nos conseils, ça peut peut-être vous aider. Oui, et si ça peut aider des parents à trouver des un changement d'attitude dans l'enfant est toujours signe d'une violence, d'un trouble grave. Absolument. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Merci à vous. On fait une petite pause et on va conclure, Jean-Louis Guilleneuf, avec Valérie qui témoigne également. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Louis Guilleneuf est avec nous. Vous êtes délégué du procureur à Versailles. On parle du harcèlement. On a compris que il y avait que la société a beaucoup avancé et que la société est du côté du harcelé. Mais on a aussi compris, grâce au témoignage de tous ceux qu'on écoute depuis tout à l'heure, que pour beaucoup de gens, c'est loin d'être simple. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte. Eh bien, merci de témoigner, Valérie. On vous écoute, allez-y. Mais de rien, je vous remercie. Écoutez, moi, je pourrais en fait témoigner par rapport à deux faits. C'est-à-dire que j'ai connu moi-même le harcèlement au niveau du travail. Oui. Et j'ai aussi découvert le harcèlement via mon fils aîné, au moment du collège. Mmh. Voilà, donc quand on est maman, on vit très très mal ce genre de situation, parce que c'est vrai qu'on pense qu'on fait bien les choses, qu'on prépare nos enfants, on les pense en sécurité aussi à l'école, et puis en fait on s'aperçoit que ils sont pas forcément bien armés
pour se défendre et répondre, et que nous, on est complètement décontenancés quand on découvre la situation aussi. Il avait quel âge quand il a subi ce harcèlement, Valérie ? Il avait 12 ans. Donc très jeune encore. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous l'avez découvert parce qu'il vous en a parlé ? Eh ben non. Alors c'est ça qui est terrible. Hein. Ouais. C'est ça, voilà. Alors que je pensais que c'est un enfant qui parle assez facilement et à qui j'ai appris à parler. Eh ben non, quand ces enfants en fait traversent des situations comme ça, ils ne parlent pas, ils n'y arrivent pas. Et donc nous, en tant que parents, le vivons vraiment très très mal. Alors Valérie, votre témoignage est fondamental. Hein. Moi, j'ai régulièrement, en audience, des auteurs de harcèlement, parce que moi j'ai pas les victimes, j'ai les auteurs, parce que moi je punis, hein, je protège pas, je punis. Oui. J'ai des auteurs et j'en ai de plus en plus jeunes, et il y a pas très longtemps, ils avaient 12 ans, ils étaient en 5e ou en 6e, et ils harcèlent le camarade. C'est terrible parce qu'il y a une immense souffrance dans la victime, il y a des retentissements psychologiques, et les parents le découvrent par le CPE. Ils le découvrent par l'infirmière scolaire, ils le découvrent par des parents d'un ami, mais la victime, l'enfant, ne verbalise pas vis-à-vis de ses parents, non pas parce qu'il se défie de ses parents, c'est parce que il ne dénonce pas ses camarades. 12 ans, on est préado. On vit dans son monde de préado et on ne raconte pas ce qu'on subit. C'est pas une défiance, c'est pas un manque de confiance, c'est une incapacité. Oui. C'est pour ça que, et ça, si d'autres parents entendent, c'est important. Dès l'instant que vous sentez chez votre adolescent un changement de comportement, baisse des notes, il sourit plus, il joue plus. Il communique plus, il se passe quelque chose, et là il faut arriver à le faire parler en y mettant les formes, en y allant doucement, mais il se passe quelque chose, et c'est souvent un harcèlement parce que les jeunes entre eux sont extrêmement cruels. Ils sont extrêmement cruels. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est une difficulté, on va dire, supplémentaire pour repérer un changement de situation sur des âges comme ça, c'est que déjà traverser l'adolescence, c'est déjà un changement de comportement et d'attitude chez les enfants. Donc il faut qu'on arrive à décrypter ce qui serait de l'adolescence et ce qui serait du harcèlement. Au début, vous avez mis ça sur le fait que il rentrait dans l'adolescence, quoi. Voilà, c'est ça, et que peut-être, il était un peu maintenant en opposition avec ses parents, un peu plus renfrogné, plus enfermé dans sa chambre, des choses comme ça, en fait. Voilà. Je suis d'accord avec vous, hein. C'est pas facile de décrypter un adolescent, c'est très dur. L'adolescence, on la connaît mieux maintenant, et c'est une période extrêmement complexe, où il se passe plein de choses dans le corps et dans la tête de l'adolescent. Et c'est pas facile pour les parents, mais de toute façon, un changement de comportement doit attirer l'attention, ou du moins lever le doute. Faut lever le doute. Et je vais terminer là-dessus. De plus en plus d'adolescents de cet âge-là ont des smartphones, et à 12 ans, faut pas hésiter à aller dans le smartphone de votre enfant pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que le harcèlement se fait par l'intermédiaire de cet outil qui le met sous la coupe des harceleurs 24/24. Là-dessus, pas de restriction ou pas de sentiment de violer les secrets de l'ado. C'est un préado, vous êtes parent, vous avez le droit de rentrer dans son intimité de smartphone ou de journal intime, mais je pense que ça n'existe plus, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui, tout à fait. Et comment vous l'avez découvert alors, Valérie ? Eh bien, en fait, tout simplement que il a eu, je pense, un trop-plein à un moment donné, et on a été convoqués parce qu'il a eu une attitude de rébellion. Et il a eu un geste violent, en fait. Il a bousculé son camarade, et je crois qu'il lui a carrément mis son poing dans la figure pour que la situation s'arrête. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a découvert, ça faisait des mois que ça durait.
Et donc, bon voilà, il y a eu l'intelligence de la CPE et des enseignants à ce moment-là qui ont su traiter les choses, voilà, qui ont marqué le fait qu'on ne peut pas, on va dire, réagir avec de la violence pour gérer une situation, qu'il aurait pu effectivement venir voir les enseignants, la CPE, enfin voilà, mais que son camarade, par contre, n'avait pas, n'était en aucunement autorisé à avoir ce genre d'attitude. Donc, ils ont été punis tous les deux d'une manière réparative, c'est-à-dire qu'ils ont dû nettoyer une salle de classe, mais ensemble. Et l'agresseur, par contre, a dû faire une lettre d'excuse adressée à notre fils. Voilà, et ses parents étaient tenus au courant, comme nous. Donc ça a été réglé au lycée et c'est pas passé par la justice. Non, c'est pas plus mal. Non. Oui, on a pu gérer ça. C'est pas indispensable. Voilà. Alors, quand on peut le faire. Alors attention, parce que ça se passe pas toujours aussi bien que ça. Hier, j'ai traité une affaire et ça s'est pas passé comme ça. Celui qui a mis la main dans la figure de son harceleur s'est fait renvoyer du collège. Et alors, c'est ce qui est parfaitement injuste, parce qu'effectivement, il avait un peu tapé son harceleur. Mais ça, c'est une réaction de défense. Ça s'explique. Ça se justifie. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, je le regrette parce que c'est pas assez répandu, c'est que lorsqu'il y a un conseil de discipline, la présence d'un avocat est tout à fait autorisée. Il ne faut pas hésiter, pour les parents qui ont leur enfant qui passe en conseil de discipline, de se faire assister par un avocat qui défendra. Pour éviter que l'enfant se fasse renvoyer du collège. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Jean-Louis Guilleneuf. J'espère que ceux qui nous écoutent seront mieux armés grâce à votre boîte à outils contre le harcèlement. Tout de suite vous allez retrouver C'est votre avenir. Demain on sera avec Michel Odoul et on va écouter vos mots du corps pour que vous alliez mieux, pour que vous puissiez prendre soin de votre santé. Je vous dis à demain.